Ma préoccupation initiale était qu'Israël puisse utiliser une arme nucléaire. Je pense maintenant que les chances sont plus élevées. Peut-être pas beaucoup plus, mais tout de même plus élevées. Voici pourquoi. La pression sur Israël est moindre pour le moment, mais elle va augmenter avec le temps si cette guerre ne se termine pas et si l'Iran continue d'envoyer des missiles sur Israël, causant des dégâts qu'ils ne peuvent pas empêcher. Ils n'ont pas assez d'intercepteurs, et ceux qu'ils possèdent sont insuffisants. Donc, les missiles continuent de passer quoi qu'il arrive. Si les dégâts deviennent trop importants, si cela commence à nuire à leur économie, ils pourraient envisager d'autres moyens de mettre fin à la situation. Mais la pression sur les États-Unis est plus forte. Bienvenue à toutes et à tous. Merci beaucoup de nous rejoindre. Je suis votre animatrice, Lena Petrova, et voici un nouvel épisode de Affaires mondiales en contexte. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir le lieutenant Daniel Davis. C'est un officier de l'armée américaine à la retraite et un analyste de la défense, reconnu pour ses observations de première main, issues de 4 déploiements en Irak et en Afghanistan. Il a attiré l'attention nationale en remettant publiquement en question les récits officiels sur les progrès de ces guerres, apportant ainsi un niveau d'honnêteté et de transparence aux discussions sur la politique militaire et étrangère. Aujourd'hui, il se joint à nous pour partager son point de vue sur la stratégie des États-Unis à l'égard de l'Iran et sur la guerre régionale qui se déroule au Moyen-Orient. Lieutenant-colonel, bienvenue dans l'émission et merci beaucoup d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. J'apprécie vraiment. J'aimerais commencer par connaître votre opinion sur la situation actuelle sur le terrain en Iran. Pete Hegseth et le président Trump ont déclaré que l'Iran représentait une menace imminente pour les États-Unis. Et c'est pourquoi Trump et Netanyahou ont lancé cette guerre d'agression. La Maison-Blanche affirme que nous sommes en train de gagner. On le voit dans leurs publications sur X et dans leurs déclarations officielles chaque jour. Cependant, tout observateur objectif peut clairement constater que l'Iran impose largement le rythme de la guerre dans la région. Au début de cette guerre, les États-Unis ont dû déplacer les systèmes de défense aérienne THAAD et Patriot de leurs alliés, le Japon et la Corée du Sud, vers le Moyen-Orient. Des rapports ont également indiqué que les États-Unis manquaient, et manquent peut-être encore, d'intercepteurs. Cette semaine, la Maison-Blanche a confirmé qu'elle était au courant du projet d'Israël de frapper les champs gaziers de South Pars, mais n'a rien fait pour empêcher cette nouvelle étape dans l'escalade. Quelle est votre évaluation du succès de cette guerre de choix menée par les États-Unis et Israël? Et sommes-nous en train de gagner, comme le dit Donald Trump? Vous l'avez parfaitement décrit dans ce dernier segment, la guerre de choix. Cette idée selon laquelle on revient après coup pour affirmer qu'il s'agissait d'une menace imminente est contredite par les renseignements, par le simple bon sens et par ce qui se passait sur le terrain avant le début de la guerre. Et maintenant, récemment, avec la lettre de démission de Joe Kent, il a explicitement déclaré qu'il n'y avait aucune menace imminente. De toute évidence, l'administration fait tout ce qu'elle peut, des contorsions à n'en plus finir, pour essayer de convaincre tout le monde que non, 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 il y avait bien une menace imminente. Et en fait, l'un des plus fervents partisans de l'administration, Lindsey Graham, a inondé les ondes et ses comptes sur les réseaux sociaux, faisant tout son possible pour affirmer que c'est absurde. Pendant les négociations, et Steve Witkoff, bien sûr, en est le principal diffuseur, ils ont, selon Witkoff, admis, et même s'en sont vantés, disant qu'ils disposaient de suffisamment de matière fissile, environ 430 kg, pour fabriquer 10 ou 11 bombes nucléaires, et qu'ils étaient, a-t-il dit, à une semaine d'y parvenir.
Lindsey Graham a déclaré qu'ils étaient à 2 semaines de posséder une bombe nucléaire, que c'était une menace imminente et, mon Dieu, qu'il fallait agir. Il n'y a absolument aucune vérité là-dedans. Absolument aucune vérité là-dedans. Et je peux vous l'affirmer comme un fait absolu, pas une supposition. Car dans mon émission de juillet 2025, donc il y a quelques mois, nous avions un expert du MIT, le professeur Ted Postol, qui, sur la base d'informations en source ouverte, avait déclaré qu'à ce moment-là, l'Iran disposait d'environ 408 kg de matière traitée enrichie à 60% d'uranium. C'était suffisant pour 10 ou 11 bombes, et il avait expliqué en détail comment cela fonctionnerait. Donc c'était une information publique, tout le monde le savait. Witkoff n'a rien découvert de nouveau à ce sujet. D'ailleurs, ce que les Iraniens avaient déclaré lorsqu'ils étaient passés à un enrichissement à 60% en 2021, en avril 2021 pour être précis, c'était exactement cela. Ils ont expressément déclaré que c'était le résultat de votre attaque contre nos installations de retraitement et de votre refus de revenir au JCPOA. L'accord nucléaire conclu sous Obama et dont Trump s'est retiré en 2018. Ils ont toujours affirmé que les augmentations qu'ils avaient effectuées étaient intervenues après notre retrait unilatéral de l'accord en 2018. Ils ont toujours voulu y revenir. Et c'était un accord très rigoureux et restrictif du côté iranien. Il prévoyait des inspecteurs internationaux, des limites strictes sur la quantité de matière retraitée qu'ils pouvaient posséder et sur le niveau d'enrichissement autorisé. Dans l'ensemble, ils s'y conformaient. Chaque fois qu'ils dépassaient ces limites, les inspecteurs de l'IAEA l'observaient, le signalaient et ils revenaient en conformité. Donc cela fonctionnait. C'était un bon accord qui les empêchait d'avoir jamais une bombe nucléaire. Depuis que nous sommes sortis, toutes les choses qu'ils faisaient ont commencé à augmenter lentement. Ils sont passés de 3,67%, puis à 20%, puis à 60%, en disant à chaque fois « c'est en réaction à ce que vous faites et à la violation de l'accord que vous avez conclu. Mais nous voulons toujours y revenir. » Et puis dans cette dernière version, lorsque Trump est revenu au pouvoir l'année dernière, il a de nouveau repris la ligne sur « pas d'armes nucléaires ». L'Iran a déclaré « nous n'avons pas d'armes nucléaires ». En mars de l'année dernière, la directrice du renseignement national, Tulsi Gabbard, a réaffirmé ce que l'évaluation du renseignement disait depuis des décennies. Ils n'ont pas de programme d'armes nucléaires. Ils ont la capacité. Évidemment, l'Iran lui-même dit « oui, nous avons la capacité, mais nous n'avons pas de plan. Nous n'avons pris aucune mesure et nous n'allons pas en élaborer un. » Ils avaient une fatwa contre cela. Tout est en place pour les empêcher d'avoir une arme nucléaire de leur propre initiative. Et à cette époque, il y avait encore des inspecteurs. Mais ensuite, il y a eu cette guerre de 12 jours où nous sommes intervenus et avons attaqué l'Iran, et ils ont dit « Très bien, maintenant les inspecteurs sont partis. » Mais malgré tout, nous voulons trouver une issue négociée à cette situation. Ainsi, même s'ils en étaient à la 5e série de négociations et avaient prévu une 6e lorsque nous les avons attaqués, d'une manière ou d'une autre, après cela, ils ont quand même dit « Poursuivons les négociations. » Ils étaient donc engagés dans 8 mois de négociations, puis ils sont entrés dans une période intensive au cours de laquelle ils avaient déjà mené 3 cycles, prévu un 4e. Et c'est à ce moment-là que nous avons de nouveau attaqué. À la veille de l'attaque, il y avait Witkoff et Abbas Araghchi, l'ancien ministre iranien. Le camp iranien a fait une offre incroyable, quelque chose qu'il n'avait jamais fait depuis 2018. Ils ont dit « Nous irons jusqu'à 0 retraitement et nous n'aurons aucun matériau nucléaire stocké dans notre pays. Il sera donc physiquement impossible d'avoir une bombe. Et d'ailleurs, nous mettrons au moins sur la table des discussions sur les missiles à longue portée
et sur notre soutien à nos alliés régionaux, ce que vous appelez des proxys. Tout était sur la table. C'était une conversation absolument en or, une victoire diplomatique pour le président Trump. Il aurait pu prétendre avoir obtenu quelque chose de mieux que l'accord d'Obama en 2015, car à l'époque, il n'y avait pas de retraitement nul. Donc c'était mieux que cela. Trump aurait pu remporter un grand succès diplomatique, un grand succès intérieur, en mettant en avant qu'il avait empêché la guerre et empêché l'Iran d'obtenir la bombe. Incroyable. Je ne pensais pas qu'il le ferait. Je ne pensais pas que la partie iranienne le proposerait. Mais c'était là, sur un plateau d'or. Et il a dit non. Et maintenant, il change l'histoire après coup, essayant de prétendre que la partie iranienne a refusé d'abandonner son arme nucléaire, ce qui est totalement contraire à ce qui s'est réellement passé. C'est consigné. Tout le monde sait que cela s'est produit. C'était consigné avant même que la guerre ne commence. Nous savons donc que ce qu'ils disent maintenant est complètement faux, un mensonge. Ce n'est pas une exagération, ce n'est pas, vous savez, un petit arrangement par-ci par-là. C'est un mensonge intentionnel, orchestré. Et maintenant, les partisans de l'administration sortent pour le dire à tout le monde. Nous devons appeler les choses par leur nom. C'est désagréable à dire, c'est pénible à entendre, mais c'est la vérité. C'était une guerre de choix qui n'aurait jamais dû être menée, qui n'avait aucune raison d'être menée pour la sécurité nationale de qui que ce soit. Et pourtant, nous l'avons choisie malgré tout. Voici le problème pour nous aujourd'hui. Nous ne pouvons pas en sortir à cause de nos propres actions. Nous avons donné un levier aux Iraniens, et c'est eux qui mènent la danse en ce moment. Il ne fait aucun doute que nous disposons d'une puissance militaire écrasante. La force combinée des États-Unis et d'Israël est largement disproportionnée par rapport à celle du camp iranien. Mais dans une guerre, ce qui compte, ce n'est pas ce que montrent les chiffres sur une feuille de calcul. C'est ce que l'on peut faire et ce que l'on ne peut pas faire. Et pour l'instant, ce que nous pouvons faire, c'est infliger beaucoup de morts et de destruction à l'Iran. Nous pouvons faire exploser leurs installations, assassiner leurs dirigeants, tuer un grand nombre de personnes. Nous pouvons faire sauter des policiers effectuant des contrôles dans une ville, simplement en train d'exercer leurs fonctions. Nous pouvons aussi les assassiner, et Israël le fait régulièrement aujourd'hui. Ils mènent en réalité une guerre sans restriction contre la direction, avec un processus d'assassinat comme je n'en ai jamais vu dans l'histoire de la guerre. Je n'ai jamais vu un pays adopter comme tactique l'assassinat ouvert de tous les dirigeants qu'il peut attraper. C'est insensé, mais c'est ce qu'ils font. Cela ne fonctionnera pas. Le camp iranien a montré pendant la guerre Iran-Irak, une guerre de 8 ans dans les années 1980, qu'ils pouvaient endurer une quantité incroyable de sacrifices. Ils ont perdu des centaines de milliers de personnes à l'époque, mais leur volonté n'a jamais fléchi. Ils avaient de nombreux dirigeants. Selon certains récits, des centaines ont été assassinés au cours de cette période. Cela ne les a jamais brisés. Ils les ont simplement remplacés et ont continué exactement comme ils le font aujourd'hui. Mais le problème, c'est que l'avantage que nous leur avons donné, c'est contrôle du détroit d'Ormuz. Autrement dit, d'un point de vue militaire, il nous serait presque impossible d'ouvrir cette voie en raison de l'ampleur et de la taille même de l'Iran, de l'immensité de son arsenal militaire. Ils ne peuvent pas affronter les États-Unis à armes égales, mais ils n'en ont pas besoin. Tout ce qu'ils doivent faire, c'est rester viables militairement, rester viables politiquement. Et il n'y a rien que nous puissions faire pour forcer l'ouverture du détroit, car ils disposent de missiles sous-marins, en fait de torpilles modernes. Ils ont bien sûr des mines sous-marines. Ils possèdent de petits sous-marins capables de tirer des torpilles conventionnelles. Ils ont de l'artillerie à roquettes.
Ils ont bien sûr des drones de différents types, ainsi que diverses catégories de missiles, à courte, moyenne et longue portée, et apparemment désormais certains hypersoniques également, et même de nouveaux types d'armes, qui peuvent tous maintenir ce passage fermé. J'avais oublié les drones. Ils ont aussi des vedettes rapides, capables de tirer des missiles anti-navires, très difficiles à atteindre en raison de leur grande maniabilité. Et ils disposent de bateaux-drones, semblables à ceux que l'Ukraine a utilisés contre la flotte russe de la mer Noire avec un grand succès. Tous ces éléments entrent en jeu ici. On ne peut pas tous les éliminer. Nous n'avons pas assez de missiles dans tout notre arsenal. Même si nous n'en gardions aucun pour d'autres régions du monde et que nous les utilisions tous, cela ne suffirait toujours pas. Cela place donc les États-Unis dans une position extrêmement défavorable. Toute cette richesse que nous possédons, toute cette puissance militaire que nous avons, et pourtant elle reste insuffisante pour cette tâche. Donc, tout ce que l'Iran a à faire, c'est de survivre politiquement et de rester viable sur le plan militaire. Et ils nous tiennent à la gorge, car nous ne pouvons pas ouvrir ce passage, et nous en dépendons. Notre économie, et l'économie occidentale dans son ensemble, dépend de la réouverture de ce flux. Le président Trump commence à paniquer en ce moment, et il n'est pas clair ce qu'il va pouvoir faire. Il essaye de redoubler d'efforts, et vous avez vu le secrétaire Hexteth ce matin, lors d'un point de presse, dire « Nous allons certainement gagner ici, nous avançons, et nous allons obtenir la victoire. » Ce ne sont que des mots, car si nous pouvions rouvrir ce détroit, nous n'en serions pas au 19e jour à essayer encore de comprendre la situation. Je vous le promets, cela aurait déjà été fait. S'il ne l'a pas été, c'est pour une raison. Il y a une raison pour laquelle le président Trump supplie l'Europe de venir nous aider, supplie toutes ces autres marines de se joindre à nous, et aucune d'entre elles n'accepte, parce qu'elles voient ce que je vois. Elles ne vont pas envoyer leurs navires au fond du golfe Persique de leur plein gré. Ce n'est pas leur combat. Ce n'est pas leur guerre, comme beaucoup d'Européens le disent maintenant. Alors ils disent « bonne chance avec ça », ce qui signifie que nous sommes encore plus isolés, diplomatiquement, politiquement, puis militairement. Nous ne pouvons pas résoudre ce problème, et je ne sais pas ce que nous allons faire. Je crains que par désespoir, nous n'escaladions la situation d'une manière encore pire. D'accord. Et je veux en venir à cela. L'échelle d'escalade et vos prévisions basées sur ce que vous observez actuellement sur le terrain. Vous avez mentionné très brièvement, et je veux revenir sur un point que vous avez soulevé. Vous avez évoqué la guerre Iran-Irak. C'était une guerre longue, extrêmement violente et brutale. Cependant, les États-Unis ont en quelque sorte acquis une certaine connaissance de la manière dont l'Iran pourrait mener une guerre à partir de ce précédent, n'est-ce pas? Parce que, vous savez, certaines parties ont aidé aux attaques chimiques et les États-Unis étaient très impliqués dans tout cela, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que Washington continue de fondamentalement mal comprendre à propos de l'Iran, étant donné qu'il dispose déjà de ce contexte, de cette expérience de la guerre Iran-Irak dont il pourrait tirer des leçons? Eh bien, je pense que ce n'est pas tant l'absence de connaissances que l'absence d'intérêt. Nous sommes tellement arrogants. Pete Hegseth le répète presque à chaque conférence de presse. Le président Trump le répète à l'envi depuis qu'il est en fonction. Ils disent que nous avons l'armée la plus incroyable et la plus puissante de l'histoire du monde. Pas seulement aujourd'hui, mais de toute l'histoire du monde. Et ils pensent qu'il n'y a rien que nous ne puissions faire. Alors, nous n'avons pas besoin de nous soucier de l'histoire, ni de ce qu'ils vont faire, parce que nous sommes tellement plus puissants. Cela n'aura aucune importance. Nous pouvons simplement les attaquer. Et parce que nous voulons que cela arrive, ce sera le cas.
Et cela nous a vraiment frappés, d'autant plus que nous nous sommes lancés dans cette guerre sans plan, en pensant simplement qu'il suffirait d'apporter une grande puissance de feu pour les faire s'effondrer. Et puis, quand cela n'a pas fonctionné, nous nous sommes mis à improviser pour savoir quoi faire ensuite. Il y a eu une interview avec l'ancien général 4 étoiles, Keith Kellogg, qui fut conseiller à la sécurité nationale du vice-président lors du premier mandat de Trump et envoyé du président Trump pour la guerre en Ukraine durant ce mandat. C'est donc l'un des membres de l'élite de notre pays, manifestement le bras droit du président plus tôt cette année, ou il y a seulement quelques mois, avant qu'il ne démissionne finalement de ce poste. Il se prépare à expliquer et à révéler notre véritable problème. Il pense, par exemple, « Oui, tu sais quoi? Nous pouvons traverser le détroit d'Ormuz. Aucun problème. Nous prendrons simplement l'île de Karg et une partie du détroit d'Ormuz, quelques-unes des îles là-haut, et le trafic maritime sera interrompu. Ensuite, nous ferons passer les navires. Nous en perdrons peut-être un ou deux, mais ensuite tout ira bien et nous passerons. » Et moi je me dis, d'un point de vue militaire, tu ne peux pas être sérieux. Tu penses vraiment que si 2 navires sont coulés en essayant de forcer le passage du détroit d'Ormuz, il y en aura un troisième? Qu'ils vont dire « Nous allons ». Il a dit ça. Je n'exagère pas. Il a littéralement dit « Et ensuite tout ira bien. Les 2 premiers ne fonctionneront pas, puis vous réglerez les problèmes, mais après tout ira bien. » Je veux dire, c'est irrationnel. Quel navire, quel pétrolier civil dans le monde, après avoir vu les 2 premiers passer et se faire toucher, ou les navires de guerre américains se faire toucher, dirait « Je serai le 3e sur la liste. Bien sûr, envoyez-moi. » Personne ne ferait ça. Mais lui pense que oui. On pouvait voir qu'il était sincère dans ce qu'il disait. Il pensait vraiment qu'on pouvait simplement passer. Voilà le genre de personne qui conseille le président Trump. Lui-même n'a évidemment aucune expérience militaire, donc il se fie aux gens dont il s'entoure. Nous savons qu'il n'écoutait pas Joe Kent, car Joe Kent a démissionné en signe de protestation, précisément à cause de ces questions. Il a dit qu'il n'y avait aucune menace imminente, et Trump n'écoute rien d'autre. Il écoute des gens comme le général Kellogg et le général Jack Keane, qui ont également affirmé que ce serait facile, ou encore Mike Pompeo. Ce sont toutes ces personnes, dans l'oreille du président Trump, qui lui disent des choses irrationnelles et manifestement fausses. Donc, nous ne lisons pas l'histoire. Eux non plus ne la lisent pas, parce qu'ils pensent qu'ils n'en ont pas besoin. Dans leur esprit, nous sommes si puissants que nous pouvons triompher de l'histoire. Mais l'histoire aura son mot à dire, et le peuple iranien montre que nous aurions dû l'écouter. Maintenant, nous sommes coincés. C'est exact. Le 18 mars, Israël, en coordination avec Trump, et cela a été confirmé par Barak Ravid d'Axios, a frappé les champs gaziers de South Pars en Iran. South Pars est le plus grand champ gazier d'Iran, partagé avec le Qatar. L'Iran a riposté, comme il l'avait annoncé, en frappant des installations pétrolières et gazières en Arabie saoudite et au Qatar. La frappe israélienne sur South Pars marque une nouvelle vague d'escalade. Elle vise à intensifier la guerre, à accentuer les tensions, à aggraver la situation et, en fin de compte, à anéantir toute possibilité de sortie pour Trump. Parlez-nous de ce que cette nouvelle étape dans l'escalade signifie pour la guerre en Iran. Eh bien, commençons par examiner l'hypothèse selon laquelle les États-Unis s'y seraient coordonnés. Axios rapporte que cela a été coordonné avec Israël. Le président Trump, cependant, a nié cela avec véhémence sur Truth Social pendant la nuit. Il a déclaré qu'en aucun cas, sous aucune forme, nous n'avions quoi que ce soit à voir avec cela, et a ajouté qu'il était très en colère contre Israël pour avoir lancé l'opération. Mais ensuite,
Les choses sont devenues étranges, car il a dit que si l'Iran ripostait, et apparemment, depuis ce moment-là, c'est le cas, donc nous verrons si le reste de sa menace se réalise. Il a dit que, dans ce cas, nous détruirions complètement le champ de North Pars, ce qui est irrationnel, puisqu'il appartient en partie au Qatar, notre allié. Et l'Irak, notre autre allié, dépend fortement de l'électricité produite à partir de cela. Ils ont déjà perdu, je crois avoir vu, environ 31 000 kWh d'énergie qui ont été immédiatement coupés. Nous verrons donc si cela revient. Mais pourquoi diable le président Trump menacerait-il de détruire quelque chose qui nuirait à deux de nos alliés régionaux comme punition contre l'Iran s'ils font quelque chose? Franchement, cela n'a aucun sens. J'espère vraiment qu'il ne va pas le faire. Mais cela montre à quel point il est déjà difficile de gérer ces situations quand le président Trump lui-même dit des choses illogiques et irrationnelles. De plus en plus d'experts militaires et de politique étrangère évoquent la possibilité qu'Israël utilise des armes nucléaires contre l'Iran si les choses ne se déroulent pas comme prévu, ce qui de toute évidence n'est pas le cas. Israël se situe bien sûr en dehors des normes juridiques du contrôle des armements nucléaires. Le pays n'a pas signé le TNP, le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, ce qui signifie qu'il ne se conforme pas aux mêmes standards que les 5 puissances nucléaires, la Russie, les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et la Chine. Il ne suit pas non plus les mêmes règles que les 186 États non dotés de l'arme nucléaire. Ce qui est intéressant, c'est que la Corée du Nord a signé le TNP, mais s'en est retirée en 2003, tandis qu'Israël ne l'a jamais fait. Les rapports indiquent qu'Israël disposerait d'environ, voire de plus de 200 ogives nucléaires. Et pour comparaison, cela correspond à peu près à la taille de l'arsenal nucléaire de la France. Le professeur John Mearsheimer a soutenu qu'il est logique pour l'Iran de chercher à se doter d'armes nucléaires à des fins de dissuasion. Et de toute évidence, l'attaque des États-Unis et d'Israël contre l'Iran montre que, tant qu'un État ne possède pas d'armes nucléaires, rien, absolument rien, n'empêche un acteur plus puissant d'intervenir pour attaquer ou imposer un changement de régime. Donc, vous savez, vous aviez averti que les actions des États-Unis pourraient en réalité pousser l'Iran vers l'acquisition d'armes nucléaires. Pouvez-vous expliquer cette dynamique du point de vue de la dissuasion militaire, ainsi que du point de vue de la situation actuelle du monde vis-à-vis du traité sur la non-prolifération nucléaire, et du type de contexte qui pourrait empêcher les de chercher à se réécher des armes nucléaires ou d'une bombe sale? Au cours des 10 derniers jours environ dans mon émission, j'ai reçu l'ancien ambassadeur Chas Freeman. Et hier, John Mearsheimer était également invité. Tous deux affirment qu'ils pensent que cela va se produire, que l'Iran va obtenir l'arme nucléaire. Probablement, en coulisses, ils se précipitent déjà vers la bombe, car il serait presque illogique pour eux de ne pas le faire à ce stade. L'homme qui avait émis la fatwa contre cela, nous l'avons déjà assassiné. Le nouveau, Mojtaba Khamenei, qui sait? Nous ne l'avons même pas encore vu en public. Aucune déclaration de sa part pour l'instant. Nous ne savons même pas. Il pourrait être grièvement blessé, pour autant que nous sachions. Mais cela n'a pas d'importance, car ceux qui sont aux commandes maintenant ont toutes les raisons du monde de se précipiter vers la bombe comme l'un de leurs seuls moyens. Lorsque nous avons fixé comme objectif la destruction de l'État iranien, ils n'ont littéralement aucune raison de ne pas agir. Ils disposent du matériau traité, et s'ils avaient la capacité technique de le transformer en bombe, il serait presque illogique pour eux de ne pas le faire. Donc, compte tenu des circonstances actuelles, je parierais que les chances sont très fortes que ce soit précisément ce qui se passe en coulisses en ce moment. Nous n'aurions bien sûr jamais dû en arriver là, car ils avaient une fatwa contre cela.
Ils avaient sur la table un accord négocié pour prouver concrètement qu'ils ne pouvaient pas fabriquer de bombes. Tout cela a disparu. Et donc, l'idée même d'essayer d'empêcher d'autres États d'en obtenir une s'effrite également, car en agissant ainsi, nous montrons aux gens que certains regardent la Corée du Nord et se disent « ceux-là ont été malins ». La seule façon d'empêcher les États-Unis de s'en prendre à vous, c'est d'avoir une arme nucléaire. Regardez ce qui est arrivé à la Libye. Ils ont abandonné leur programme et leur dirigeant a fini par être brutalement tué dans la rue parce que la puissance aérienne américaine avait largement réduit leur capacité à contrôler les manifestations. Nous essayons de faire la même chose en Iran en ce moment. Et si ce régime venait à tomber, cela ne ferait que renforcer l'idée, partout dans le monde, que le but n'est pas d'adhérer au TNP, mais de se précipiter pour fabriquer sa propre bombe. Même certains de nos alliés pourraient se dire « Eh bien, l'Amérique est notre amie aujourd'hui, mais qui sait? Elle pourrait changer demain. Mieux vaut avoir notre propre dissuasion indépendante, car les gens veulent être en sécurité. » Et s'ils pensent que c'est la seule façon d'y parvenir, alors nous offrons perversément une incitation à suivre cette voie. La seule chose qui aurait eu du sens, c'est que Trump saisisse cette occasion en or le 27 février et dise oui, nous allons accepter cet accord. Nous ferons revenir les inspecteurs de l'AIEA. Nous ferons retraiter ce matériel jusqu'à ce qu'il n'existe plus et ils n'auront plus aucune capacité. Alors, d'autres personnes dans le monde auraient eu une raison de dire « Très bien, nous n'avons pas besoin d'une bombe nucléaire, puisqu'ils n'en ont pas en Iran. Et nous voyons qu'un plan est en place pour que cela reste ainsi, afin que le club nucléaire ne s'agrandisse plus. » Alors peut-être que nous pourrons continuer encore au moins une saison sans en avoir. Ils resteraient inquiets, mais peut-être un peu moins. Maintenant, nous avons fait l'inverse de ce que nous essayons de faire, en empêchant que des armes tombent entre certaines mains pour éviter que d'autres ne les obtiennent. Nous avons donné à tout le monde des raisons d'en fabriquer. Et vous savez, il est impossible de dire où tout cela va mener. Beaucoup de gens vont attendre de voir comment la situation évolue avant de réagir. Mais, dans les années à venir, il y aura des discussions difficiles en coulisses dans de nombreux pays. Et ils devront faire beaucoup de choix. Et nous ne les aidons pas à faire le bon. À ton avis, quelle est la probabilité qu'Israël, pas les États-Unis, je ne pense pas que cela arrivera, mais qu'Israël utilise une arme nucléaire dans cette guerre contre l'Iran s'il estime que son plan ne se déroulera pas comme il le souhaite? Eh bien, je vais vous dire, ma préoccupation initiale était à peu près ce que vous venez de dire. Je craignais qu'Israël n'utilise une arme nucléaire. Je pense maintenant que les chances sont plus élevées, peut-être pas beaucoup, mais un peu, que nous utilisions une arme nucléaire. Voici pourquoi. La pression sur Israël est moindre pour le moment, mais elle va augmenter avec le temps si cette guerre ne se termine pas et si l'Iran conserve la capacité d'envoyer des missiles sur Israël et de causer des dégâts qu'ils ne peuvent pas empêcher. Ils n'ont pas assez d'intercepteurs et ceux qu'ils ont sont insuffisants. Donc les missiles continuent de passer quoi qu'il arrive. Et si les dégâts deviennent trop importants, si cela commence à nuire à leur économie, alors ils pourraient commencer vos autres moyens de mettre fin à tout cela. Mais la pression sur les États-Unis est plus forte, car le prix du pétrole reste autour de $100 le baril. De nombreux experts du secteur affirment que si le détroit n'est pas rouvert d'ici le début du mois d'avril, dans à peine 2 semaines, le prix pourrait grimper à environ 120 ou même $150. Et plus il restera fermé, plus ce prix continuera d'augmenter.
Il y aura également des problèmes croissants concernant l'urée et d'autres produits dérivés du gaz naturel, essentiels à l'agriculture mondiale. Une étude indique qu'environ un tiers, soit près de 35%, de l'urée mondiale nécessaire à la fabrication d'engrais permettant aux agriculteurs du monde entier de produire suffisamment de nourriture provient de cette région. Sans cela, ils ne peuvent pas y parvenir. Il va donc y avoir une pression croissante sur les pays du monde entier, ainsi que sur les États-Unis, pour mettre fin à cette guerre. Eh bien, si cela ne peut pas être réglé militairement, si le président Trump ne peut pas utiliser notre puissance pour forcer la situation à se débloquer, et je pourrais énumérer toute une série de raisons pour lesquelles nous ne le pouvons pas, alors la pression sera la suivante. Eh bien, peut-être que nous ferons le même calcul que nous avons fait au Japon pendant la Seconde Guerre mondiale. À l'époque, on affirmait que nous ne pouvions pas envoyer nos troupes pour nettoyer toutes les îles, puis avancer île par île au Japon. Car selon une estimation, une étude l'affirmait du moins, il y aurait eu 1 million de pertes américaines en essayant de tout conquérir physiquement. Alors ils ont dit, nous n'allons pas faire ça. Nous allons simplement larguer la bombe atomique. Eh bien, on peut imaginer que le président Trump, et certainement ceux qui l'entourent, pourraient dire « Monsieur le Président, la seule façon d'ouvrir la situation maintenant serait une invasion terrestre d'environ 1 demi-million d'hommes. Mais nous perdrions 150 000 ou 200 000 soldats en essayant d'y parvenir. Et même alors, cela pourrait ne pas réussir. » Il pourrait donc en conclure. Dans ce cas, je suppose que la seule chose que je puisse faire est de lancer une arme nucléaire tactique, car il ne peut pas laisser la situation se prolonger indéfiniment. Nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre des mois, sans même parler de semaines. Nous ne pouvons pas continuer ainsi pendant des mois, car notre économie ne le supporterait pas. Elle est déjà fragile, et celles de nos alliés occidentaux le sont aussi. Si vous faites grimper le prix du baril de pétrole, de 67 $ avant le début de cette guerre à 120, 130, 140, 150, et ainsi de suite, Dieu seul sait jusqu'où cela pourrait aller. Ils ne peuvent pas tenir à ce rythme, et cela ferait s'effondrer l'économie de tout le monde. Et le président Trump ne peut pas se permettre cela. Israël a montré qu'il est très habile pour amener le président Trump à faire ce qu'il veut. Le fait qu'ils aient réussi à le cajoler et à le pousser à lancer cette guerre montre qu'il préférerait probablement aussi, si la situation devenait critique, que les États-Unis lancent une arme nucléaire à leur place, afin de ne pas avoir à le faire eux-mêmes, ni à subir les conséquences. Je pense qu'ils exerceraient des pressions sur Trump pour qu'il le fasse. C'est un risque pour eux. Mais compte tenu de leur histoire et de leur succès récent, je pense qu'ils essaieraient d'amener le président Trump à agir, en reconnaissant que le temps joue davantage contre lui que contre Israël. Il y a un compte à rebours pour Israël. Ils ne peuvent pas aller trop loin s'il n'agit pas. Et alors le risque se déplacerait si Trump ne le fait pas. Mais je crains que l'un ou l'autre camp n'utilise des armes nucléaires d'ici 6 mois. Absolument. Et ça semble surréaliste. Je pense qu'il y a 6 mois, c'était complètement hors de question. Nous ne pouvions même pas imaginer que ce soit une possibilité. Mais maintenant, on entend de plus en plus de gens, des experts comme vous, dire « Je ne vais pas exclure cette option ». Et c'est absolument terrifiant. Maintenant, je dois vous poser la question. Avec les 5 puissances nucléaires, les États-Unis en faisant bien sûr partie, et que pensez-vous que serait la réaction du monde, et en particulier de la Russie et de la Chine, si, disons, les États-Unis ou Israël utilisaient une arme nucléaire tactique en Iran?
Je pense qu'ils intensifieraient la pression diplomatique et économique contre les États-Unis, Israël ou les deux. Personne ne veut que cela se propage, donc personne ne va s'impliquer directement. Personne ne va riposter ailleurs, à l'exception possible du Pakistan, car ils ont indiqué qu'ils pourraient le faire. Si Israël utilisait une arme nucléaire, surtout contre l'Iran, ils pourraient se ranger du côté de leurs coreligionnaires. Je veux dire, il existe bien sûr des différences entre l'islam chiite et sunnite, mais au final, cela reste l'islam. Et ils ont laissé entendre qu'ils pourraient être prêts à faire quelque chose de ce genre, puisqu'ils sont un État doté de l'arme nucléaire. Je ne pense pas qu'ils feraient cela, car cela poserait ensuite des problèmes avec l'Inde, qui est également une puissance nucléaire, et leurs relations sont déjà très tendues. Mais je ne crois pas que quiconque d'autre le ferait, car tout le monde comprend que si l'on commence à utiliser une arme nucléaire, on devient alors une cible potentielle pour une riposte. Et personne ne veut être la victime d'une explosion nucléaire. Donc je ne pense pas que quelqu'un le ferait, à moins d'être lui-même attaqué. Mais je crois qu'ils exerceraient une pression énorme, une pression sans précédent. Les sanctions contre les États-Unis seraient massives, et je pense que le Sud global s'y joindrait facilement. Vous pourriez même obtenir le soutien de l'Europe, car elle a été tellement maltraitée par les États-Unis, et même ces derniers jours, profondément insultée par eux. Et maintenant, elle a refusé de s'engager militairement, de manière conventionnelle. On peut imaginer que si quelque chose comme cela se produisait, elle pourrait rompre complètement et dire « Hey, nous avons notre propre parapluie nucléaire avec le Royaume-Uni et la France. Nous allons nous protéger nous-mêmes. Nous n'allons pas nous laisser entraîner dans un quelconque échange nucléaire. Vous êtes seuls. » Cela pourrait donc isoler complètement l'Amérique du reste du monde. La situation pourrait être aussi grave que cela. C'est l'une des choses qui m'inquiète si nous lançons l'opération. Passons rapidement aux récentes déclarations du président Trump concernant l'envoi de troupes américaines au sol en Iran, car je suis sûre que de nombreuses familles de militaires aux États-Unis y pensent et s'en inquiètent. Le 17 mars, on a demandé à Trump s'il craignait de déployer des soldats américains après que des responsables iraniens ont affirmé qu'une telle action mènerait à un autre Vietnam. Et Trump a répondu, je cite, « Je n'ai peur de rien. » J'inclurai un extrait ici pour nos téléspectateurs. Le régime iranien a déclaré à Sky News, « Si vous mettez des troupes au sol en Iran, ce sera un autre Vietnam. » En avez-vous peur? Non, je n'ai pas peur. Je n'ai vraiment peur de rien. Donald Trump surestime-t-il le potentiel militaire des États-Unis ou sous-estime-t-il les capacités de défense de l'Iran dans ce cas? Pourquoi n'a-t-il pas peur de déployer des soldats américains dans le Golfe Persique? Tu vois, les deux à la fois, A et B. Il sous-estime le camp iranien et il surestime le nôtre. Oui, il devrait vraiment en avoir peur. Maintenant, peut-être qu'il dit ça juste pour paraître dur, et qu'en coulisses, il se dit « Oh oui, je ne ferai jamais ça. » Je ne sais pas, j'espère que c'est le cas. Mais le fait qu'il dise ça, et qu'il ait déjà été irrationnel sur tant d'autres sujets, fait qu'on ne peut pas écarter la possibilité qu'il y croit vraiment ou qu'il le pense sérieusement. Mais encore une fois, je pense que le risque le plus élevé, c'est qu'il utilise des armes nucléaires avant d'envoyer réellement des troupes. Non seulement parce que ce serait inefficace, mais aussi parce qu'il faudrait au moins 6 mois de préparation pour mobiliser autant de soldats. Et d'ailleurs, nous n'avons même pas autant de troupes dans tout notre effectif. Il faudrait retirer des troupes de partout dans le monde, engager toutes nos forces actives dans un tel combat, mobiliser pratiquement toute la garde nationale, commencer à mobiliser d'autres personnes,
faire appel à la réserve de l'armée, au corps des marines. Et ce ne serait toujours pas suffisant. Mais il faudrait quand même tout cela, juste pour avoir une mince chance, une quelconque possibilité. Il faudrait aussi un élément virtuel. Nous ne pouvons pas faire ça. Nous n'avons pas la logistique nécessaire. Nous n'avons pas la main-d'œuvre pour cela. Et allez-vous rétablir la conscription? Je veux dire, cela détruirait complètement le soutien intérieur au président Trump. Même parmi ses partisans du mouvement MAGA, personne ne soutiendrait cela. Encore une fois, cela me ramène à ma crainte que, conscient de toutes ces difficultés logistiques et politiques, ils choisissent la solution de facilité et disent « Je vais utiliser une arme nucléaire tactique ». Je vais juste en utiliser une petite. Je n'invente rien. Ce n'est pas une plaisanterie. Il peut se dire, eh bien, une arme nucléaire tactique, ce n'est pas une arme thermonucléaire, destructrice, stratégique. Une bombe de 50 mégatonnes? Nous parlons simplement d'une petite arme tactique, vous voyez. Il peut penser que cette différence a de l'importance, parce que certaines personnes le croient. Ce n'est pas le cas. Pour le reste du monde, c'est une arme nucléaire. Peu importe qu'elle fasse 5 kilotonnes, quelque chose comme celle qui a frappé Hiroshima, minuscule selon les normes actuelles, ou l'une de ces énormes bombes capables d'anéantir une ville entière. Personne ne fera la différence. Pour le reste du monde, l'effet sera le même pour tous ceux qui sont à l'extérieur. Mais dans son esprit, cela pourrait faire une différence. Et peut-être la dernière question pour aujourd'hui. J'ai été vraiment surpris par le silence de Tulsi Gabbard à propos de cette guerre de choix. Tout au long de sa carrière, elle s'est opposée aux guerres illégales. Elle a toujours été très claire à ce sujet. Et elle a déjà averti que l'Iran ne représentait pas une menace pour la sécurité nationale. Mais cette fois, elle est restée silencieuse. Et enfin, le même jour où Joe Kent, ancien directeur de la lutte antiterroriste, a démissionné, elle a publié sur X la citation suivante. « En tant que commandant en chef, Trump est responsable de déterminer ce qui constitue ou non une menace imminente et de décider s'il faut ou non prendre les mesures qu'il juge nécessaires pour protéger la sécurité de nos troupes, du peuple américain et de notre pays. » Écoutez, I would like to know, what is your take on Tulsi Gabbard's flip-flopping with regard to the Iran war and her stance on the whether this war is just? Listen, I'm with a lot of people that run in my circles that. Je suis entouré de nombreuses personnes dans mon entourage qui ont été très déçues et attristées, si je puis dire par cela. Je connais Tulsi depuis des années et nous avons eu de nombreuses conversations. Comme vous le savez peut-être, j'étais à quelques heures de commencer à travailler comme son numéro 3, le directeur adjoint du renseignement national, avant que le lobby israélien, et apparemment, selon Ted Cruz, qui s'est attribué le mérite d'avoir fait échouer ma nomination à ce poste, ne fasse tout capoter. Le jour où je devais commencer, ils ont saboté l'affaire. Mais sur ce point, nous étions du même avis. Nous en avons beaucoup parlé. Nous étions prêts à y aller parce que nous avions cette même mentalité dont elle avait parlé tout au long de sa carrière. Celle dont elle parlait pendant la campagne électorale de 2020, quand elle essayait de devenir la candidate démocrate à la Maison-Blanche. Je veux dire, toute sa carrière tournait autour de ça. Elle a toujours été franche. Beaucoup de vieilles vidéos ont refait surface, ainsi que de vieux messages, montrant qu'elle avait un discours très cohérent du début à la fin. Elle a même écrit un livre sur le sujet. Et maintenant, elle s'est tue, ou peut-être même qu'elle participe à ce qui se passe. C'est juste, c'est vraiment triste, je dirais, parce que je l'ai encouragée quand c'est arrivé. Je l'ai reçue dans mon émission. J'étais sur X en train de la défendre, parce qu'on l'accusait de ne pas être qualifiée, ou que beaucoup de gens essayaient de la saboter et de salir son nom pendant le processus de nomination. Je la défendais parce que je disais « Non,
C'est exactement le genre de personne dont nous avons besoin pour ce poste. Elle a de l'expérience opérationnelle, elle est intelligente et elle a un excellent parcours en matière de défense des besoins et des intérêts du peuple américain. C'est ce dont nous avons besoin pour conseiller le président, etc. Et maintenant, nous avons ce que nous avons. Et je ne suis pas au courant de ce qui s'est passé depuis qu'elle est entrée en fonction. Nous avons cessé tout contact peu de temps après que j'ai été écarté. Donc je ne sais pas vraiment ce qui se passe maintenant. Tout ce que je sais, c'est ce que l'on voit à la télévision. Et c'est très décevant, je dois dire. Lieutenant-colonel, merci beaucoup pour cette conversation. C'était absolument fascinant et je suis sûre que nos téléspectateurs apprécient vraiment vos analyses. J'espère que vous reviendrez pour un autre épisode. Bien sûr. Merci de m'avoir invité.